Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. C'est dimanche, c'est politique, bien sûr, sur votre antenne et la dernière escale pour le compte de ce dimanche, c'est le décryptage de l'actualité de la semaine. Avec au menu deux grands sujets. D'abord, le bilan ou une sorte de bilan des 100 premiers jours de la gouvernance actuelle du président de la République, à savoir son deuxième gouvernement pour le compte de ce second mandat. Et bien sûr, nous allons aussi parler de la journée internationale de la démocratie qui est célébrée le 15 septembre de chaque année. Nous verrons dans cette émission l'état de santé de la démocratie béninoise. Et cet exercice sera évidemment assuré par Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Gilles-Christ, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci de répondre présent à cet appel. Vous êtes le directeur de la chaîne E-Télé et vous êtes aussi consultant politique sur cette chaîne. Est-ce que c'est difficile de jouer ces deux rôles? Pas du tout, c'est deux rôles différents, et donc l'un n'a rien à voir avec l'autre. L'un, le rôle du directeur, un rôle d'administration, Oui, un rôle de gestion de l'éditorial, oui. de la ligne donc éditoriale dans la ligne politique donc de l'organe, de management. Et puis l'autre, c'est un rôle purement de consultant, donc c'est un rôle de sachant, c'est un rôle donc de pédagogie, c'est un rôle d'explication, Mais qui nécessite beaucoup de culture de travail. qui nécessite beaucoup de culture qu'humblement nous l'avons acquise avec le temps, et de Et travail, l'expérience, et un peu d'expérience absolument. exactement, et tout ce que nous apportent les consultants, les chroniqueurs, les journalistes que vous êtes, beaucoup d'autres. Et ce que nous avons eu à l'université, ce que nous avons, Absolument. nous lisons dans les journaux, nous suivons Absolument. donc un peu de tout ça nous permet donc de donner des avis, des projections qui sont loin d'être des paroles d'évangile, mais pour nous, ce sont nos certitudes. Nous les avons acquis sur le temps, dans le temps, avec le temps, et nous comptons partager avec nos téléspectateurs, quitte à ce que parfois nous n'ayons pas souvent raison, mais nous leur mettons sur le chemin de la réflexion pour qu'ils puissent se projeter également par rapport aux faits et à l'actualité. Et vous avez déjà commencé à embrayer sur cette question. Est-ce que le message porte? Est-ce que ça va? Est-ce que le retour est bon? Écoutez, vous savez, il n'y a que celui qui ne fait rien qui dira que personne ne le suit. Absolument. Donc, il est évident que nous avons des retours. C'est ça. Les retours ne sont pas toujours, disons, exploitables parce que, bon, mais continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ah, vraiment ce que lui raconte, ouais, ils sont régimistes, ils sont là, ils bouffent le pays. Ah oui, on leur donne l'argent pour Absolument. dire ça. Tout à fait. Donc, ce n'est pas de la qualité. Ce qui aurait été intéressant, c'est que on nous oppose des idées, on nous pose des questions, on nous lance des défis, on nous contredise, Avec des faits. on nous relance. Donc, on n'a pas souvent ça. Et je pense que c'est ce à quoi nous allons veiller Absolument. durant cette nouvelle saison de l'émission. Créer une sorte d'interactivité avec les téléspectateurs, faire en sorte qu'ils puissent nous revenir. C'est un débat. Nous, la science infuse. Nous travaillons tous pour le pays. Nous faisons des projections pour que les gens ici et là puissent peut-être se raviver ou bien plutôt agir plus, écouter plus, expliquer mieux. Oui. Donc, ce que nous faisons, Participer. c'est vraiment une contribution, notre part de contribution. Donc, ce n'est pas la science infuse. Donc, il y a des téléspectateurs qui ont des apports, qui ont des contributions, qui ont des questions, qui veulent contredire, compléter, même défier, pourquoi pas. Je pense que nous en avons besoin pour aller de l'avant. C'est la rentrée télévisuelle sur E-Télé et je suis ravi justement de vous recevoir sur ce programme. Vous parliez tout à l'heure d'interactivité avec nos chers téléspectateurs. Il faut vous dire, chers amis, que vous pouvez déjà vous rendre sur notre page Facebook intitulée E-Télé Bénin pour nous poser des questions à notre consultant, faire des commentaires sur ses interventions, peut-être le contredire, et tout ceci dans la courtoisie. Vos différents avis seront donc livrés à l'antenne et il répondra à vos différentes questions à chaque numéro de cette émission Le Décryptage. Il faut quand même dire que ces différents avis doivent être donnés dans le respect de la courtoisie et aussi dans la pertinence du point de vue. Agapit Napoléon Maforican, pour le compte de ce dimanche, nous avons reçu sur l'entretien Irénée Josias Agossa, qui est, comme vous le savez, candidat malheureux à la vice-présidence de la République. Il avait fait un duo avec Corentin Koué. Finalement, il est président du parti RLC. Il était l'invité de François-Xavier Noumon. Est-ce que vous avez trouvé dans sa posture nouvelle quelque chose d'objectif?
Écoutez, objectif avec un homme politique, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, mais bon, disons que Irénée Agossa est resté égal à lui-même. Oui. C'est plutôt quelqu'un qui a des points de vue pertinents. Et aujourd'hui, il a partagé avec les téléspectateurs également une vision pertinente. C'est vrai, il s'est retrouvé un peu comme comme on le savait déjà presque, mais il a réaffirmé son appartenance à une sorte de ligne centriste. Hein, avant, on l'appelait le monsieur du Oui. ni Kérékou, ni Soglo. Oui. On en est aujourd'hui à ni talon, ni rupturien, Ni rupturien. ni chanot, ni Oui, opposant aux rupturiens. Voilà. Un peu une sorte de situation où il tire les leçons des deux positions peut-être antagonistes et il se fait le champ peut-être d'une troisième voie. La troisième voie, c'est la voie de l'équilibre, c'est parfois la voie donc de la raison, c'est la voie donc du dialogue. Oui. Parfois, c'est exactement ça. Mais est-ce qu'en politique... Mais en politique, justement, c'est un peu délicat. Généralement, lorsqu'un acteur politique dit qu'il est centriste ou qu'il est au milieu, ça ne dure presque jamais. Et on a l'impression que c'est une façon de sonder le terrain pour pouvoir finalement se caser. C'est vrai que dans le courant, dans l'histoire, les éclectistes n'ont jamais été compris, n'ont jamais été conçus n'ont jamais été considérés comme des gens sérieux. Oui. Hein, l'éclectisme, c'est un peu comme ces gens qui ne savent pas où rester. Oui. Ils sont ni à gauche ni à droite, ils sont nés au centre, enfin, ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière, ils se positionnent au centre et ils prennent la direction du vent. Oui. C'est l'impression qu'ils donnent. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, la troisième voie est toujours celle de la raison, celle de l'équilibre. Et donc, dans notre contexte africain, je pense, et aucune démocratie, on va y arriver tout à l'heure, il n'y a pas un standard de démocratie. Il y a des formats, il y a un certain nombre de constances en démocratie, mais il n'y a pas de standard en démocratie. Donc, en la matière, la troisième voie est peut-être la voie que nous devons emprunter le plus pour une plus grande stabilité de la pratique politique en Afrique. Ça ne veut pas dire que je dis d'aller vers le parti de Irénée Agossa. Je ne dis pas ça. Non. Lorsqu'un gouvernement est en place, normalement, il est élu pour porter sa vision dans le développement, pour appliquer sa vision de développement, pour exercer le pouvoir politique. Et après ce moment-là, l'opposition en face ne doit pas être une opposition de blocage. C'est une opposition de complémentarité. C'est une opposition d'appui. C'est une opposition sans doute d'alternative. Et donc, et non l'opposition qui veut se... Parce que vous êtes opposant, ne veut pas dire que vous devez bloquer, dans la mesure où ce n'est pas vous qui êtes élu, c'est le gouvernement qui agit qui est élu. Mais il ne revient pas à l'opposition tout le temps de louer non plus. Non, son rôle n'est pas de louer, je vous en prie. Pas du tout alors. Il faut que l'opposition aille chercher dans l'action du gouvernement, là où il faut améliorer les imperfections et en même temps les approches de solutions. Donc, c'est là qu'on retrouve Irénée Agossa dans sa posture, parce qu'à partir de ce moment-là, dès que vous n'êtes pas... Par exemple, il a parlé des blocages de 2019. Quand une opposition se refuse à aller aux élections, parce en disant la loi est mauvaise, la partie de la loi est mauvaise, alors qu'on est sur une approche de loi dérogative. Là, on est en face d'une opposition de blocage. Et cette opposition ne peut pas être promue. Par contre, une opposition qui dit nous devons tous y aller. Dans le contexte actuel, le ministre de l'Intérieur est peut-être en même temps jugé parti et essayer de faire en sorte que, pour cette fois-ci, tout le monde y aille, quitte à ce que les prochaines fois, on voit un peu comment corriger les choses. Cette opposition-là, elle est normale. Oui, mais dans le même temps, est-ce que parfois cette opposition-là n'est pas vouée à l'incompréhension dans la masse? Parce que les gens ont du mal à comprendre quelqu'un qui, parfois, se dit opposant, mais qui reconnaît d'une manière ou d'une autre qu'on doit concéder des choses. On ne conçoit pas qu'un opposant puisse faire des concessions au régime en place. Non, c'est-à-dire que ça c'est sur les tropiques. Oui. C'est sur les tropiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, je prends un peu la France, lors des grandes crises, le président de la République reçoit les chefs politiques, et même les syndicats, et même un certain nombre de personnalités importantes de la cité, tout à fait, pour les écouter. Mais après, c'est lui qui prend la décision. Parce que c'est lui qui est élu pour prendre la décision. C'est lui qui est élu pour régler les problèmes. Il a reçu mandat pour ça. Il a reçu mandat pour ça. Et dans le cadre de son mandat, donc dans la durée qui lui est concédée pour exercer ce pouvoir, c'est lui qui décide. Donc, l'opposition n'a pas vocation à décider.
elle a vocation à élever sa voix, à élever la voix. Oui. Elle a vocation à alerter. Oui. Elle a vocation à donner des orientations alternatives. En disant, mais là où vous êtes dans le décor. Mais voilà la voie à suivre. Si l'opposition se contente de dire vous êtes dans le décor et ne dit pas la voie à suivre, c'est une position de blocage. Dans la mesure où vous dites, là-bas c'est le décor, mais vous ne dites pas là où est le chemin. Du coup, vous ne montrez rien. Nous avons pensé que l'opposition en Afrique devrait pouvoir, en démocratie, devrait pouvoir être dans le blocage. Non, l'opposition c'est une erreur. C'est une grosse erreur. L'opposition doit être dans l'alternative, les projections sur l'alternative. Vous ne pouvez pas prendre telle option. Voilà, selon nous, si nous étions là, nous allons faire ça. Votez pour nous pour que nous puissions ne plus aller dans telle direction, mais dans telle autre. En matière d'emploi, oui. En matière de santé, en matière d'économie, en matière de politique économique, en matière de politique sociale. Vous avez vu quand Donald Trump faisait campagne, il dit je vais abroger l'Obamacare. Tout à fait. Ça, c'est ça. Voilà une. Je vais construire un mur avec le Mexique. Il a démarré, oui. Et puis la réalité du terrain lui ont montré quand même l'ont rattrapé. Absolument. Donc, dans le cas d'espèce, nous devons apprendre à l'opinion publique que l'opposition, ce n'est pas le blocage, ce n'est pas les invectives, ce n'est pas les injures, et surtout, ce n'est pas l'escalade constante. Et c'est là que l'approche Agossa est allouée, oui. Je vous dis allouée. Après, il va falloir voir ce que ça vaut sur le terrain. Tout à fait. Et c'est là peut-être. On a entendu ces dernières années le terme d'opposition constructive avec un parti que vous connaissez très bien, peut-être je vais le citer, le FCDB de Soumanou Toleba, qui avait dit que ce parti-là faisait de l'opposition constructive. Irina Agossa dit que lui, son parti fait de l'opposition républicaine. Bon, c'est vrai qu'après, dans les faits, les deux semblent vouloir dire la même chose. Exact. Mais est-ce que ça apporte quelque chose de concret pour la gouvernance? Ça me rappelle un peu les patriotes sous les Yahi. Il y avait des douaniers patriotes, des journalistes patriotes. Oui. Comme si il y avait des gens qui n'étaient pas patriotes. Non, personne ne peut ériger l'autre en non-patriote. C'est ça. Le patriotisme est un acte personnel. C'est d'abord intime. Et nul n'en a le monopole. Et nul n'en a le monopole. Et nul n'est juge de sens patriotique de l'autre. Après, oui, il y a des actes. Lorsque vous demandez qu'on tire sur des militaires, vous n'êtes pas patriote. Ça, c'est une évidence. Là, c'est des faits sur lesquels il y a quand même un certain nombre de formats en la matière. Lorsque vous êtes gouvernant et vous demandez également qu'on tire sur une foule, dans une foule de manifestants, mais nus, vous n'êtes pas un bon chef. Et le militaire qui agit dans cette condition en tirant dans une foule, il a beau recevoir des ordres, ce n'est pas un militaire patriote. Ça, là, il y a un certain nombre de... Parce que le patriotisme, c'est un certain nombre de valeurs. Donc, voilà un peu deux ou trois... Mais cela dit, lorsqu'on dit opposition républicaine, c'est qu'il n'y a pas d'opposition non républicaine. Lorsqu'on dit opposition patriote, il n'y a pas d'opposition non patriote. Lorsqu'on dit opposition constructive, il n'y a pas d'opposition. Mais ce n'est pas un jeu de termes aussi. Non, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où certains vont dans le radicalisme, on parle d'islam radical, on parle de christianisme radical, on parle de religion. Non, la religion n'est pas radicale. Ceux qui sont dans le radicalisme ne sont pas des religieux. C'est des extrémistes d'un autre camp. Mais les hommes politiques ne sont pas des enfants de cœur. Ils exploitent la religion pour le radicalisme. Mais ils ne sont pas des enfants de cœur. Les hommes politiques qui font de la... C'est ça que je voulais dire. Les hommes politiques qui font du radicalisme ne sont pas... Ils ne sont pas en politique. L'opposition qui est dans le... Ça peut être une conviction, non? Non, oui, justement. Ils sont dans leur... Ils partagent une certaine vision qui est tout sauf de l'opposition. Ils sont dans une autre chose qui n'est pas de la politique. Parce que la démocratie, c'est des formats, comme je vous dis. Ce n'est pas le blocage. C'est comme si nous nous battons, tu me terrasses, et je te dis, bon, puisque, alors que l'arrêt du jeu, dès que je suis au sol, tu as gagné. Je me lève, toi tu es debout, maintenant je ne commence pas à te déchirer tes habits. Mais quand même, je ne suis pas. Ça veut dire que je ne suis pas faire. Donc je ne suis pas dans les règles du jeu. On ne peut pas me dire qu'on est encore dans le combat est terminé. L'opposition a perdu lors des élections. Quelqu'un a gagné pour toute manœuvre pour empêcher celui qui a gagné d'avancer. Ce n'est plus de l'opposition, c'est une action, c'est des actions des groupes organisés pour bloquer. C'est pas loin donc d'associations de malfaiteurs, de radicalisation,
d'extrémisme, de bloqueurs, de blocage. Ça, en tout cas, tous les noms possibles, sauf l'opposition politique. Mais est-ce que l'opposition politique a une manière de se comporter, celui qui est dans la dynamique. Par exemple, vous avez parlé du FCDB. Elle a fait de l'opposition politique. Clair et net. Le MPL a fait de l'opposition politique. Le FCBE, en 2019, n'était pas dans l'approche opposition politique. Tant qu'ils étaient au Parlement quand les lois étaient votées. Dans la mise en œuvre des lois, il y a des situations. Vous ne pouvez pas dire comme les lois. Nous, on ne passe pas, on bloque tout. Non, et là, on n'est plus en politique, on est dans un autre mot. Et quand on veut être vulgaire et trivial, on dirait c'est bon qu'on est dans la voyoucrasie. C'est-à-dire que quand on veut être vulgaire et trivial, je m'excuse, je mets ça dans la griffe. Mais c'est ça, pour que les gens comprennent un peu le langage. Vous ne pouvez pas participer à tout le jeu. Et puis vous êtes bloqué, vous dites je crache, je mets tout là, on met feu à la maison parce que nous on n'est pas. Non, c'est pas normal. Après, une partie a compris et a repris la voie normale, d'autres parties ont resté dans ce qu'on appelle la résistance. Et aujourd'hui, tout le monde se range alors que rien n'a changé dans la loi. Ça veut dire simplement que les gens ont choisi, ils ont compris que maintenant ils n'arrivent pas, leur idéal, leur méthode ne marche pas, ils reviennent en arrière. On dira, mais tout ça pour ça donc. Justement. Et moi, j'allais vous demander, mais c'est vrai, vous prenez un idéal, vous faites peut-être une théorie de l'opposition normale pour pouvoir permettre à un État de se développer. Et vous prenez l'exemple quand même d'autres pays qui sont hors de notre pic. Mais si on revient ici, est-ce que notre sociologie permet que de telles races d'opposition ou de tels genres d'opposition puissent vraiment se développer? Parce que les différents partis que vous avez énumérés, FCDB, MPL, etc., sont perçus dans l'opinion comme d'autres bras de la mouvance dans l'opposition. Oui, c'est ça que je vous ai dit. Ceux qui les perçoivent. Donc, du coup, est-ce que notre sociologie n'a pas aussi quelque chose qui fait que finalement, lorsqu'on se met dans cette posture, qu'on ne va nulle part? Pas du tout. Pas du tout, on a connu, je laisse les périodes passer, mais depuis ces 30 dernières années, le président Soglo a connu une rude opposition en face de lui, Albert Evoy-Diré, et le parti de notre cause commune. Mais ces gens-là n'ont rien pu bloquer, mais ils ont fait une opposition radicale. C'est-à-dire, fait contre fait. Alternatif. Nous allons promouvoir 100 000 emplois. Les gens les ont attaqués. Après, on a compris que la théorie de l'emploi n'est pas la théorie donc de fonctionnariat, que c'est différent. Mais au moment où il parlait de 100 000 emplois, donc de 20 000 emplois par an, non 20 000 emplois par an. Tout à fait. On l'a appelé monsieur 20 000 emplois. Absolument. Mais en ce moment-là, le président Soglo devrait régler le pays qui était endetté jusqu'au cou et sauré par une gabégie politico-économique qui aurait duré une quinzaine d'années. Le président Soglo devrait ramener à l'endroit ce que certains intellectuels, cadres béninois, n'étant pas avec la révolution, ont pu créer de dehors pour faire plier le régime du PPB à l'époque. Le pays était totalement, je ne sais pas à terre, était au sous-sol. Il fallait le redresser. Et donc, en face, il y avait une opposition politique d'un parti de centre-droit qui s'appelait notre cause commune, et dont le leader, Albert Evoy, était un activiste des premières heures de l'indépendance. Donc, là, on a senti une opposition qui ne bloquait pas, qui n'empêchait pas le président Soglo d'aller inaugurer, d'aller travailler, mais qui avait du contenu, qui publiait, qui montait au créneau, qui utilisait, et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'opposition de contenu. Certains estiment que c'est le régime en place qui étouffe l'opposition dans l'œuf. Mais le régime en place a empêché les gens d'écrire sur les réseaux sociaux. Au moment où on faisait, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition? Pourquoi pourquoi le président Talon a reçu les partis d'opposition en février 2019? Pourquoi on est passé aux lois dérogatoires? Qui a refusé de valider le rapport du comité paritaire que le président Adrien Ngwedji lui-même a dirigé et que Eric Roundete et Gaba Yaya étaient membres? Pourquoi ils ont réuni les signatures? Pourquoi Boni Yaye dit qu'il faut donner récépissé à tout le monde? C'est quand même pas le régime qui a fait faire ces choses-là. Et lorsque vous négociez, et vertement, une partie se lève pour dire, bon voilà, on crache dans ce qui est négocié, on revient à la case départ, nous exigeons. Vous êtes en position de faiblesse, vous d'exiger. C'est la pire méthode de blocage. C'est fait harakiri. C'est prendre une voie sans issue. Et ils savaient que la voie était sans issue, mais ils avaient en tête une stratégie, une manière d'agir,
un idéal, Oui. ils avaient une vision. Oui. Et c'est cette vision-là qui n'est pas patriotique. Elle n'est pas patriotique. C'est la vision du blocage, du désordre, de la violence aveugle. Et c'est ça qu'on a vécu le 28 avril à Parakou, à Savé et autres. Et c'est ça qu'on a vécu le 1er mai 2019 à Cotonou. Et c'est ça qui a été amnistié après la conférence, le dialogue politique. Le dialogue politique et c'est ça qu'on a d'octobre repris en 2021. C'est pour ça que il faut faire la part des choses. L'opposition doit faire passer ses messages. Quand vous écoutez les FCDB, le MPL, ils ne sont pas des plus gentils avec le pouvoir. Et bon, C'est vrai qu'on les entend un c'est peu. vrai que le langage on du les entend FCDB très était peu. assez souple. Absolument. Mais le MPL n'a pas MPL. traité avec... même Irénée Agossa, vous l'écoutez, pas gentil Mais avec le pouvoir. le problème, c'est que, bon, sur certaines grandes questions, on ne les voit pas. Est-ce que vous On a voyez- parlé de la montée des prix des denrées est-ce que vous alimentaires, on voyez- ne les vous voit l'avez pas. vu- vous l'avez vu Le le- pass Est-ce vaccinal, que vous la avez vu Covid, le on ne les voit PBR? pas. Est-ce que vous avez vu le PBR sur le terrain? C'est là le Donc c'est un problème. problème global. On a un problème d'animation de la vie politique. Et ça, c'est l'autre problème, peut-être. Les gens sont encore dans leur propre positionnement. Oui. Les gens sont encore en train de gérer leurs petits problèmes de survie au sein des partis. On n'est pas encore réellement dans l'animation. S'il n'y a La vie pas politique. élection, les gens, ils ont leurs problèmes de survie à régler. Voilà. Justement. On va revenir tout à l'heure au thème portant sur la démocratie même. Mais je vous propose justement de porter un regard sur les 100 premiers jours de la gouvernance du régime Talon 2. C'est vrai que 100 jours, c'est peut-être un peu, c'est peut-être trop peu pour prétendre faire un bilan. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent en termes de réalisation? D'abord, il n'y a rien à réaliser en 100 jours d'un second quinquennat. Faire le 100 jours d'un second quinquennat. C'est vrai que bon, c'est- dans le second quinquennat, c'est que la dynamique continue. Exactement. On peut faire des choses. Exactement. Donc vous comprenez que tant que la dynamique du Continue. premier jour, Oui. du premier mandat ne s'est pas arrêtée, Oui. on ne peut pas. Mais regardez quand même, le second quinquennat a démarré en fin mai, d'accord? Donc on a eu 3 mois, Oui. juin, juillet et août. Le mois d'août a été globalement un mois de vacances. De vacances. Donc juin et juillet. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La remise en place de la nouvelle administration, les positionnements, les AOF des ministères. Donc, une sorte de continuité donc, de l'action publique, mais les réglages sont en cours. Oui. On peut dire que, puisqu'ils ne sont pas nouveaux, il n'y a plus d'état des lieux à faire. Puisque les ministres sont pratiquement les mêmes, il y a juste à faire les réglages qu'il faut pour pouvoir poursuivre. Mais là, Donc, partant de ce postulat, est-ce qu'on ne risque pas de beaucoup plus tirer à boulet rouge sur la gouvernance? Parce qu'on risque de se dire, mais ils ne viennent pas d'arriver, ils ont eu le temps de faire 5 ans. Donc, 100 premiers jours, ce n'est pas nouveau pour eux. Ils devraient faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez dans la ville, moi je suis que dans Cotonou. Et le gouvernement n'a pas été vraiment changé non plus. Non, ça C'est presque la même équipe. Oui, donc Bon. on ne change pas une équipe qui gagne. Justement. Donc ça c'est la première approche. Bien, voilà. Ensuite, quand on va À dans la... supposer que c'est le cas, Oui. est-ce que justement on a raison aujourd'hui de dire, bon, 100 jours, c'est trop peu? Non, moi je ne dis pas que c'est trop peu. C'est qu'il n'y a rien à... Il y a rien à évaluer en 100 jours dans le mesure où ils sont dans la continuité. Pour moi, les 100 jours, c'est au début. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas... Ce n'est pas un nouveau talon qui a démarré. C'est le même talon de 2016. Donc, avec une séquentialisation donc, de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne s'est arrêté en avril et tout se poursuit en mai-juin. En mai. La preuve, j'ai emprunté un tronçon pour rentrer Oui. chez moi, à Gonticon. La nouvelle double voie qui tombe sur la barrière, qui longe un peu Vaudier, tombe sur la barrière. À un moment donné, je passe par Vaudier, un peu la pharmacie cette fois, et puis c'est bloqué. Travaux. Vous allez à la barrière, on emprunte le dessous de l'échangeur Oui. pour tomber dans la cité face à la pharmacie Ouéro, Oui. bloqué. Bloqué. Travaux. Pour cause de travaux. Pour cause de travaux. Et c'est ainsi de suite dans la ville, à bien des endroits. De la Goticon au Carrefour La Vie, comme on le dit, bloqué pendant un bon bout de temps pour cause de travaux. Je ne parle que de là. Ça veut dire quoi? Que les travaux se poursuivent à ce niveau-là. On parle de nos villes, c'est comme ça un peu partout dans les grandes villes. On parle au niveau donc de la santé.
On a connu la seconde vague de Covid, Oui. alors que le gouvernement était en vacances. Mais le ministre de la Santé n'est pas allé en vacances réellement. Les ministres de l'Affaires sociales, on les a vus sur le terrain. Et donc, le gouvernement n'a pas fléchi. Les vaccins circulent, les mesures ont été remises en selle, certaines nouvelles ont été réadaptées. Nous avons la rentrée des classes pour ce lundi 20 septembre. Le gouvernement n'est pas... Donc, l'action continue. L'action régalienne du gouvernement, ça n'était pas arrêté. Mais ce n'est pas comme si on avait changé de gouvernement. Si on avait, même si le parti Salon avait tout renouvelé, mais c'est la dynamique continue. Parce que c'est lui qui imprime la ligne et il est toujours là. Donc, en attendant, il faut toujours faire attention. On a été habitué à, lorsque le président arrive, qu'on ne va pas faire de grandes décisions. Non, il n'est pas nouveau. C'est comme si vous reprenez encore une nouvelle gouvernance. Non. Dans le cas d'espèce, il n'y a rien à évaluer dans les 100 jours d'un second quinquennat, parce que le second quinquennat, c'est la poursuite du premier quinquennat. Après, on évaluera vos 10 ans, on n'évaluera pas vos 5 ans, les 100 premiers jours de vos 5 ans, les 100 premiers jours de vos deuxième 5 ans, non. Vous aurez fait 10 ans d'affilée, on fera le bilan de vos 10 ans pour savoir les avancées et les reculs. Donc voilà, pour moi, les 100 premiers jours du second quinquennat ne sont pas pertinents à évaluer. Soit, mais il se fait que, à l'occasion de son discours d'investiture le 23 mai passé, le président a, on va dire, fait une déclaration qui constitue une nouvelle donne dans la balance. Que le second quinquennat sera éminemment social. Absolument. Et pour le citoyen, lui, ne sait pas si c'est 100 premiers jours, si c'est 100 premiers mois. Finalement, lui, il attend le concret sur le terrain. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen a raison d'espérer? J'ai pris trois exemples tout à l'heure de rien que du social. Tout à fait. Mais les routes, on les construisait depuis le premier mandat. Et les gens criaient. Mais on n'a pas fini de... Enfin, vous ne voyez pas qu'il y a encore... Les gens criaient. Vous ne voyez pas qu'il y a des travaux d'assainissement qui se font par le bas. Lorsqu'il y a eu les premières pluies, vous avez vu comment Cotonou a été sous l'eau. L'eau a surplombé partout. Attendons peut-être l'année prochaine pour voir si c'est la même chose. En même temps, déjà sur ce plan, certains estiment que l'asphaltage devait régler le problème. Non, justement, les travaux en cours ont fait que il y a assez de travaux en cours dans la ville et c'est tout à fait normal. Les pavés qui ont été faits il y a 10 ans, 20 ans, qui se sont affaissés, ce n'est pas l'asphaltage qui va les redresser. C'est-à-dire que partout où il y a l'eau, c'est là où il y avait les pavés qui sont totalement affaissés du point du fait. Donc, le problème Cotonou est un problème global. L'asphaltage règle une bonne partie, mais ne demandez pas là où on doit investir plus de 200 et quelques millions de dollars, qu'on a investi quelques milliards de francs CFA, que le problème va se régler. L'asphaltage ne peut pas se faire en 5 ans et régler tous les problèmes de Cotonou. Cotonou est un grand problème à régler, un gros problème qui ne peut se régler qu'ensemble avec Sebekodi, avec Abomey Calavi, avec, je ne sais pas, le Grand Okwe, sur lequel le gouvernement travaille avec un certain nombre de partenaires. Donc, c'est vous dire, l'éminemment social n'a pas disparu. Mais l'éminemment social il ne s'agit pas de lever la main pour dire l'éminemment social tombe et ça tombera sur les gens. Ce qui se passe aujourd'hui à Alada, avec Covid-2, c'est-à-dire Covid-19, deuxième phase. Tout à fait. Quand vous voyez les hôpitaux débordés, de nouveaux centres activés, des bonbons de gaz utilisés par-ci, par-là, des personnels médicales mobilisées, ça, c'est pas on ne peut pas me dire que ce n'est pas du social. Les gens sont admis là-bas sans sous. Et même les médicaments d'appui qu'ils doivent acheter, parfois c'était parce que c'est le gouvernement qui doit les acheter. La prise en charge elle est gratuite, mais il y a des médicaments d'appui. On leur dit aux gens d'aller se vacciner gratuitement. C'est du social. On va pas me dire que ce n'est pas du social. Bon, dans le même temps, ce n'est pas typique au Bénin non plus. C'est une crise mondiale, la Covid-19. Oui, mais... Et les vaccinations sont quand même gratuites et le personnel qui les gère, le personnel salarié. Tout à fait. Et donc, l'État déploie un certain nombre de logistique. Vous allez me dire que ce n'est pas qu'au Bénin, je suis d'accord avec vous. L'enseignement, la rentrée reprend bientôt, avec un certain nombre de dispositions et d'accord entre le gouvernement et les syndicats. On peut me dire que ce n'est pas du social. Dans beaucoup d'aspects, au niveau des logements sociaux, au niveau des cantines scolaires, tout est en marche. Pourtant, c'est un cri à la faim. La faim. FAIM. Non, on n'arrive pas à manger. Non, les gens mangent. C'est faux? Non, c'est faux. Il n'y a pas la famille. Non, la famille, il n'y a pas la famille. Je défie. Il y a certains renchérissements des prix des denrées
de première nécessité. nécessité. C'est sûr. Il y a des commerçants véreux. Il y a ceux qui préfèrent aller vendre au Nigeria, dans les pays limitrophes. Il y a certains nombres de... Vous savez, la démocratie... Oui, mais Agapit n'a pas le problème africain. Vous savez qu'au-delà de Cotonou, au-delà de Parakou, il y a des milieux où vraiment de petites gens sont là et vivent quand même dans des conditions très loin d'être des conditions urbaines. Ça dépend. Ceux-là n'ont pas votre problème. Donc, peut-être qu'ils ont fait. Non, ils n'ont pas fait. Pas du tout. J'ai grandi au village. Ils n'ont pas fait. Non, on mange et à moins de coups par ailleurs. Oui. Donc, ils n'ont pas fait. Oui, dans quelle ville, dans quelle commune, dans quel arrondissement, dans quel village, il y a la famille Nobéné. Comme c'est interactif, j'espère que les téléspectateurs nous écriront pour dire de manière concrète et avec beaucoup de sérieux. Oui. Dans tel arrondissement, les gens ne mangent pas, il n'y a pas d'eau potable, nous on n'a pas d'eau, c'est vrai. Tout le Bénin n'est pas encore entouré de pôles d'eau. Oui. Mais je pense, pour avoir, je vous l'ai dit, j'ai grandi au village, que beaucoup d'efforts sont faits par d'autres gouvernements, pas ce gouvernement-ci, pour désenclaver notre pays et permettre aux populations d'avoir ce minimum social commun et ce qu'on appelle trivial et tout simplement les 5 besoins fondamentaux. Et on ne peut pas me dire se nourrir, oui. Les gens ne vous prennent même pas de caviar sans doute, ils ne prennent pas du vin tous les jours. Ils n'arrivent pas à manger du thon, c'est vrai. Non, bon, ouais, vous comprenez que tout ça c'est quand même un peu déjà dans la délicatesse. Hein, donc, mais ils mangent le haricot, ils mangent le yam, ils mangent le ils ne mangent pas de leur gari. Même si on sait que le gari a quand même doublé de prix presque. Oui, sans doute, mais... L'huile aussi, le maïs. C'est vrai, renchérissement, le gouvernement a pris les mesures radicales, draconiennes pour gérer tout ça. Mais ce que nous ignorons, et que la crise de Covid aussi nous a, c'est que tout le monde a l'impression que c'est le gouvernement qui doit tout faire. Mais c'est qui le gouvernement? Patrice Talon, plus 20 ministres, 25 ministres, c'est ça le gouvernement. Et nous, et les partis politiques. Mais c'est le gouvernement qui définit la politique nationale. Bien sûr, mais la politique est définie. Après, c'est défini. Oui. Attends, donc, qu'est-ce que nous on a à faire de façon concrète? Quand les gens produisent et préfèrent aller vendre dans les pays limitrophes pour faire de la surenchère. Donc, il faut que le gouvernement mette maintenant des piquets de policiers sur toute la bordure frontalière pour empêcher. Mais que font les riverains? Mais les riverains aident ces gens-là partis avant d'être dehors. Et après, c'est les mêmes qui crient. Que font les partis politiques? Que font les confessions religieuses? Que font donc les leaders de la société civile? Donc, en réalité, il ne faut pas attendre... C'est de très belles questions que vous posez, mais encore une fois, certains vous diront que oui, on a étouffé la société civile, oui, on a étouffé les partis politiques, on a contrôlé tout le monde, et que les gens ont peur de parler. On a pris un chiffon, on a instruit... On estime que les gens ont peur de parler. Qui a peur de parler? Et pourtant, il parle. Qui a du mal à parler? Comme je vous dis, il faut savoir, il y a parler. Quand vous prenez la parole pour injurier, ce n'est pas parler. Ou attaquer vertement. Non, on peut attaquer, on peut critiquer vertement. Mais quand vous, au lieu de juger, vous défiez l'État. Nous sommes dans la politesse républicaine. Nous sommes dans les exigences de vivre ensemble. Vous devez avoir un minimum de tenue verbale. Vous ne pouvez pas, c'est pas ça là. Donc, la question de la politesse dans la République doit pouvoir se définir par la responsabilité des acteurs qui interviennent de rester dans leur champ. La société civile préfère être beaucoup plus active dans la politique, alors que c'est sur le terrain du développement et de la société qu'on doit pouvoir les voir. Ailleurs, ce qu'on appelle société civile, ce n'est pas les activistes politiques. Ailleurs, ce qu'on appelle société civile, c'est ceux qui sont dans l'enfance, dans l'environnement, dans la désertification, dans la climatologie, dans le réchauffement climatique, comme je le dis. C'est ceux qui sont dans un certain nombre de vertus de la promotion des espèces rares. C'est ceux qui sont dans la promotion de l'enfance, de l'adolescence. Donc, c'est des questions sur lesquelles le gouvernement est peu présent. C'est là que vous voyez une certaine société civile. En Afrique, au Bénin, c'est plutôt dans la politique. Les gens crient, ils se mettent à la place de l'opposition, ils veulent juger, ils veulent commenter, ils veulent même imposer. On n'y est pas. Donc, dans la crise des denrées alimentaires, on a vu très peu la société civile. Ce n'est pas normal. On n'a pas vu les leaders politiques, on n'a pas vu les leaders religieux. Alors finalement, ils servent à quoi? Si c'est pour aller aux élections, si c'est pour demander la paix comme des incantations, ce n'est pas ça le rôle. Le gouvernement est chef de la régulation de la vie sociopolitique. Le gouvernement, pour l'aider, il faut l'accompagner dans là où il y a quelques difficultés. Aujourd'hui, on parle de vaccination. Moi, je n'ai pas encore vu un appel
d'une manière probante d'un groupe religieux, d'une confession religieuse, de manière juridique. La conférence épiscopale du Bénin a tendance à être prompte aussi un certain nombre de faits. Mais j'aurais bien aimé l'écouter sur la question de la vaccination. Par exemple, est-ce que tous les évêques sont vaccinés? Voilà une question par exemple. Est-ce que les imams sont vaccinés? Est-ce que tous ces gens... Enfin, moi, je veux savoir, les leaders politiques, est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais nous sommes... On a parlé de... Peut-être une manière polie pour eux de ne pas peut-être cracher dans la soupe. Ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne doivent pas, en matière de pandémie, ils n'ont pas de voix discordante à donner s'ils n'ont pas de faits concrets. S'ils ont eux-mêmes des doutes. Ils ne peuvent pas avoir... Leur doute doit rester interne. Mais les individus peuvent avoir des doutes. Le collectif, l'institution doit pouvoir passer le message. Dans ce genre de choses, c'est la vision que donne. Nous sommes dans une logique mondiale d'une vision de la résolution de la crise de la Covid-19. On dit nous devons atteindre un certain niveau donc, de vaccination pour qu'il y ait une sorte de perspective d'immunité collective. Si c'est ça la vision, et que les autres pays sont à 70%, 60%, et que leur population ne sont pas encore exterminée, et nous on est à 0,3, 0,4%, alors la question est de savoir à quoi servent toutes ces structures-là autour du gouvernement. On ne peut pas dire que c'est le gouvernement seul qui doit pouvoir s'en occuper. Non, le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Vous écoutez le porte-parole tous les jours, vous voyez le ministre aller venir, tout ça. Alors, et après, on a vu même des gens sortir la loi sur la santé. Heureusement, le ministre a recadré beaucoup par la même loi. Alors ça vous montre qu'on n'y est pas. Il y a un problème d'apathie et de posture hypocrite de beaucoup d'acteurs de la République, et que tous ces monde-là pointent leur nez lorsqu'on parle politique. Il faudrait qu'on sache que le développement, la politique ne peut se développer que lorsque chaque individu prend conscience de sa mission dans la cité. Et en la matière, il me semble humblement que le gouvernement, qui est le chef de l'État et 20-25 ministres, ne saurait se substituer au rôle que chacun doit jouer dans la cité. Nous sommes 12 millions d'habitants. Il me semble que les gens doivent faire beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez appelé les acteurs de la société civile à participer à la gestion de la cité avec bien sûr des appels, des avis de part et d'autre. Vous avez aussi appelé les acteurs politiques à intervenir de leurs différentes positions. Tout ça là, ça se met dans un agrégat qu'on appelle la démocratie. Et justement, nous allons en parler. C'est vrai qu'on en a un peu parlé quand même dans cet entretien. Le 15 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie. Et il se dit de plus en plus, je ne sais pas si c'est votre cas, qu'au Bénin, on recule sur le plan démocratique. Certains arguent même certains classements d'organismes internationaux pour démontrer que la démocratie béninoise recule. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment objectivement, avec la gouvernance Talon, on est en train de reculer sur le plan démocratique au Bénin? D'abord, indice non indice, ils ont du mal à me convaincre. Ensuite, on recule. Est-ce qu'on a eu un troisième mandat? Est-ce qu'on a déjà torpillé la loi pour avoir un troisième mandat ici? Est-ce qu'on a empêché quelqu'un en torpillant la loi pour pouvoir empêcher un individu d'aller aux élections? Puisque vous parlez d'empêchement, il y a un terme assez en vogue depuis 2 ans au moins, l'exclusion, depuis les législatives de 2019. On estime que le gouvernement en place fait tout pour organiser les élections, pour se retrouver seul dans la compétition, par exemple. Oui, vous savez, oui, mais quand vous avez une classe politique, je veux parler de l'apathique, incapable d'anticiper, incapable de s'organiser, enfin, je n'ai pas envie d'être désobligeant, mais franchement, vous avez participé aux lois. Entendons-nous bien. Quand on dit que le gouvernement s'organise, je te dis, vous étiez ici. Juin 2018. Oui, j'étais là. Il y a eu des séminaires. Oui. Pour préparer les réformes politiques. Je ne veux pas parler d'avril 2017, où le projet de révision constitutionnelle a été rejeté le 4 avril précisément. Le mandat unique a été rejeté. Oui, c'était le 4 avril 2017. Oublions ça d'abord, laissons ça passer. Le chef d'État aurait pu aller au référendum. Il regardait à ça parler de référendum aujourd'hui. Oui. Le chef d'État aurait pu aller au référendum. Il n'est pas allé, il a dit, le Parlement a choisi. Ce Parlement, c'est le Parlement de 2015, où il y avait toute la classe politique dedans. Alors, ce même Parlement a opéré des réformes sur le plan de la charte des partis politiques et du code électoral. Oui. Il y avait toutes ces tendances. Donc, les FCBE et puis les apparentés du système, ils ont fait toutes les réformes politiques. À l'heure d'appliquer
maintenant la rigueur de la loi. Et comme on est habitué à dire non, voilà, on va attendre, on va repousser d'abord, on ne peut pas y aller. Tout comme en 2009-2010, quand il a s'agit d'aller à la LEPI, on fait voter encore une autre loi abrogatoire. Il a fallu la Cour constitutionnelle pour dire non, la loi abrogatoire ne marchera pas. On ira aux élections avec la LEPI. Il a fallu, donc, ce qui s'est passé en 2010, c'est ça qui a tenté. Mais cette fois-ci, n'étant pas majoritaire au Parlement, ils n'ont pas pu faire passer une loi. Et comme il y a la jurisprudence Robert Dessous de 2010 qui a dit la loi dérogatoire là est un acte solitaire, la loi abrogatoire là elle est solitaire, vous ne pouvez pas, on ira aux élections avec la LEPI. Il y avait Robert Dessous, il y avait Théodore Lo, il y avait tout le monde à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle à l'époque. Et nous sommes allés aux élections avec la LEPI contre l'avis de la majorité parlementaire qui était de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Toute la classe politique, l'Assemblée nationale a la majorité à voter les lois dérogatoires. À l'unanimité. Et les lois de réforme. Oui, le code électoral, la charte des partis politiques. En dehors du député Guy Mitokwe, tout le monde a voté toutes les lois. Quand vous pouvez voter des lois et vous ne pouvez pas anticiper sur les dispositions en les lisant comme il se doit, c'est ça la paresse de la classe politique, où des individus pensent qu'ils ont la science infuse. Là où d'autres vont utiliser des cabinets d'experts, d'expertise pour aboutir à certains résultats, il y en a qui pensent qu'ils ont tellement la science qu'eux-mêmes s'enferment. Ils se disent avoir été piégés. Par qui? Par le système, en utilisant la majorité parlementaire. C'est vrai que les lois avaient été votées, disons à l'unanimité, quasiment. Mais finalement, ils se disent avoir été piégés. Mais attends, parce qu'ils reconnaissent que sur le diagnostic, toute la classe politique était d'accord. C'est-à-dire déjà en 2018, on a fait les séminaires parlementaires. On était d'accord qu'il fallait réformer le système partisan du Bénin. Mais après, lorsqu'on passe dans la mise en œuvre, ils se disent, bon, c'est vrai, on était d'accord, mais finalement, ce dont la réforme a accouché était une arme braquée contre nous. Non. Quand les réformes sont arrivées, tout le monde a applaudi. Les lois ont été promulguées fin septembre, début 2018, tout à fait. Personne n'a rien dénoncé en ce moment-là. Oui. Donc, du coup, c'est un peu plus tard qu'ils ont dit, certificat de conformité. Mais si vous dormez, la cigale et la fourmi, si pendant ce temps, ou bien le loup et le renard, le corbeau et le renard, tout flatteur vient dépendre de celui qui l'écoute, non. Si vous vous êtes fait avoir, tout simplement parce que vous avez joué le rôle donc du renard, ce n'est pas votre problème. Il y a le principe en droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si vous vous êtes laissé avoir, au moment où vous devez utiliser des sachants, et vous pensez que vous avez la science infuse, et vous vous laissez avoir par le jeu politique, qui est tout, sauf un jeu d'amis, c'est votre problème. La politique n'est pas un jeu, ce n'est pas une dîner de gala. C'est un champ de confrontation d'idées et de ruse. Moi, il ne faut pas qu'on tourne autour. Les gens pensent que quand on va dire ruse... le mot, hein? Oui, c'est un champ de ruse, mais c'est exactement comme le football. Mais comment on gagne un match de football? Le match de football ne se gagne pas par la ruse. Je vous dis, vous savez, la Coupe du Monde 90, vous savez comment l'Allemagne a battu l'Argentine? Dites-nous. Le but des 5 dernières minutes, là, le but de pénalty, je ne sais pas si c'est celui d'Andreas Bröhm ou qui l'a gagné. Vous savez, l'Allemagne, pour contenir la rage donc de l'attaque en feu de l'Argentine, les Allemands ont refusé de jouer le match. Ils se sont agglutinés en défense. Vous verrouillez la défense 5 personnes, vous verrouillez le milieu 4 personnes, vous mettez juste un attaquant en pointe. Vous refusez de jouer. Comment l'Inter de Milan a gagné la Champions League avec Mourinho il y a 7 ans? Même chose. Même Samuel Eto'o a été obligé d'être défenseur. Ça là, ce n'est plus le football traditionnel, c'est la ruse. C'est-à-dire qu'on bloque l'autre, on joue en contre-attaque et on gagne. Est-ce que les règles du jeu de football... Oui, mais c'est différent de blesser tous les joueurs et d'aller marquer un but. Attendez, est-ce que Non, il y a un arbitre. Parce que le fait de... Non, il y a un arbitre. Oui. Si vous avez comme la main de Maradona en 86, si vous arrivez à blesser tous les joueurs, que l'arbitre du jeu ne vous voit pas, là, ce n'est pas votre faute. Je suis désolé. Nous sommes sur un champ de football. La main de Thierry Henry, il a fait. L'arbitre n'a pas vu. Et le but de Thuram, non pas Thuram, de Gallas, a été validé. Le champ de politique n'est pas un champ de naïf. Si vous jouez au naïf,
on vous broie et ça continue. Pourquoi nous pensons que vous devez être, que les faiblards, les derniers doivent être célébrés lorsque les autres de la classe qui travaillent pour avancer vont être retirés? C'est la politique de tirer, on tire les gens par, avec le nivellement par le bas. Il faut avancer. En 2018, les lois ont été votées régulièrement par une assemblée qui existait en 2015 et que tout le monde a validé. En 2019, certains ont voulu jouer à leur ruse à eux en refusant de déroger aux exigences des nouvelles lois. On a tout fait, on a tenté même des rencontres, le comité paritaire, ils ont signé, après ils renoncent à ça, et après ils refusent d'aller aux élections, et ils pensent qu'il n'y aura pas d'élection. Après on est passé au parrainage, on dit jamais on ne va pas le faire. Quelle est cette opposition qui est là, dit non, qui refuse les lois? Article 34 de la Constitution, tout citoyen béninois a l'obligation de respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements, les institutions de la République. Alors vous voyez des gens qui disent qu'ils sont intellectuels, sachants, professeurs de différents, de maréchal, de droit, tout ça là, et c'est eux qui disent non, on ne doit pas appliquer. Même des gens qui ont dirigé la Cour constitutionnelle disent non, on ne peut pas. Comme s'il y avait une seule lecture de la chose. Nous sommes, l'article 34 de la Constitution l'a dit, et qui nous disent à quoi répond lorsqu'un individu dans la cité, même s'il a été 1000 fois président de la République, il a des diplômes qui déplacent, je ne sais pas, celui des plus hauts gradés des universités, en quoi sa voix est meilleure que la voix de ceux qui ont été élus par le peuple pour parler en leur nom. Donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Notre démocratie se porte bien. Très bien. La démocratie béninoise a été longtemps une démocratie de paresse, de compromission, à la limite de voyoucrasie. Je reviens encore sur le mot. Parce qu'on ne veut pas avancer, on veut rester là à jouer, oui, le monde entier nous regarde, la démocratie d'avant. Et on s'est laissé aller à tout, sauf à travailler et à respecter les lois. Depuis 2016, je pense qu'il y a un travail. En 2006 déjà, il a fait le constat, il n'a pas réglé en 10 ans le problème. En 2016, quelqu'un qui est venu et a vu les autres faire, les constats faits, les engagements pris, mais pas respectés. Lui, il est venu, il adopte une méthode de radicalisation, c'est-à-dire de fermeté, fermeté. Ça veut dire quoi? Il associe tout le monde à la réflexion, c'était sa première logique. Et après, dès que les règles du jeu sont établies, il passe aux actes. C'est ça. Les jérémiades, les rabibotages, tout ce qui est bavardage autour, je pense que ça ne l'a pas arrêté. Et c'est ça la nouvelle société qui est en construction depuis 2016. Il se dit aussi que sur le plan du respect des droits humains, sur le plan des libertés, de la justice, qu'il y a beaucoup de biais sur ce plan, par exemple. Vous avez dû entendre dans le duel de ce dimanche, par exemple, qu'on a dû donner l'exemple du professeur Joël Aïvo, qui se retrouve dans les lignes de la justice. Certains estiment que c'est éminemment politique, que ça n'a rien d'objectif, par exemple. Certains vont au-delà, donnent l'exemple de Ricky Amadougou, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les droits humains sont violés? Est-ce que la justice a une trop grande promiscuité avec l'exécutif au point que la démocratie soit encore peut-être malade sur ces plans-là? Vous savez, moi je n'ai pas envie de parler de mon ami Joël Aïvo et de la grande Ricky Amadougou parce que ceux-là sont médiatisés. Vous savez qu'on des personnes qui ayant giflé quelqu'un et est tombé en syncope, ils sont en prison depuis des années. Après avoir volé un poulet par-ci. Notre société est trop regardant, est trop gentille avec les hommes publics. Notre société est trop gentille. Quand j'entends certains parler, je me dis, mais est-ce qu'ils connaissent le pays? Joël Aïvo est un homme de droit. Il a les moyens de sa défense. Le procès va s'ouvrir. Ils auront les moyens. On va suivre. Donc pourquoi les gens parlent avant le procès? Pourquoi ils pensent qu'ils doivent anticiper le débat? Regardez, il y a des choses qui lui sont reprochées. Il me semble que ce qui se passe là n'a rien de nouveau. Le ministère public, qui est le représentant de la société, estime qu'il y a des choses à leur reprocher. C'est vrai qu'aujourd'hui, Boris Tougan a mis l'accent sur le contexte d'interpellation de Joël Aïvo. Il n'y a pas un contexte en droit. Il n'y en a pas en matière de droit pénal. Il parle du mandat d'amener que les gens n'auraient pas exhibé. En matière de droit pénal, il n'y a pas un contexte. Vous tombez sur le coup de la loi et... On vous cherche n'importe où, c'est ça? Sans les mandats? Est-ce qu'on est allé dans votre chambre à coucher, vous déloger de votre sommeil? C'est là le problème. Je pense que le pouvoir, l'action publique, le pouvoir public utilise les moyens qui sont en sa possession pour aboutir à des actes de gestion
de la liberté collective parfois. Nous mettons trop d'accent sur la liberté individuelle. Les pactes de 66, que les droits civils et politiques, ou bien que les droits économiques et autres industriels, mettent l'accent aussi bien sur les libertés individuelles que sur les libertés collectives. Et le rôle de l'État, c'est de promouvoir, c'est de jouer l'équilibre entre les deux. Vous ne pouvez pas, quand vous violez déjà l'article 34 de la Constitution, vous dites que vous êtes encore dans la République. Et regardez ce que dit l'article 34 de la Constitution, et regardez déjà autour ce qu'on reproche à ces grands amis ou à ces béninois de qualité, de valeur, mais qui, à des moments donnés, ont pu prendre un certain nombre de positions, à la limite de positions carrément d'affrontement face à l'État, d'affrontement à la limite de défi aux institutions et aux lois. Ça pose un problème. Après, moi, je ne fais pas le procès et je ne peux pas faire avant le procès. C'est pendant devant la justice, la justice fera son travail. Moi, je pense que nous devons savoir raison garder. Très bien. C'est trop facile de dire oui, il n'y a pas la démocratie parce que tu es en prison. Tout à fait. Et pourtant, si le procureur existe, c'est quand même pour faire son travail. Mais ce n'est pas lui qui juge. Il y a un juge après qui le fait. Et un prévenu a des avocats. Je pense que il faut que nous sachions accepter l'arrêt du jeu. C'est ça. Et le vrai problème que nous avons, c'est parce que de 90, de 60 à 72, de 90 à 2016, 2015, 2016, on a toujours crié pour faire, comme je vous ai dit, la ruse, parfois, mais surtout les menaces, un certain nombre de compromissions pour empêcher la machine de tourner. Et que depuis un temps, nous sommes dans une sorte de fermeté face aux lois. Je pense que la démocratie béninoise ne peut marcher que si chacun roule dans son couloir et fait ce qu'il doit faire en droit et ne réclame que ce qu'il peut en devoir et ne réclame que ce qu'il peut obtenir en droit. Si on en arrive à cette discipline, on irait de l'avant. Or, on est encore loin de là. Et c'est là qu'il faut saluer l'action des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, pour nous y amener. Parce que de gré ou de force, il faut bien amener les citoyens un peu à là. Agapit Nabla Maforikan, consultant politique de ETélé, merci d'avoir participé à ce décryptage de l'actualité de cette semaine. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie, je vous le rappelle. Merci Agapit Nabla Maforikan, merci infiniment. Et donc, comme je le disais, on ne vous remerciera jamais assez de nous avoir suivis. À très vite.